Alors, ça me fait grand plaisir, Yves-Thomas Dorval, ici, président du Conseil du patronat du Québec, de vous accueillir. Et je vais laisser à mon successeur de la conférence tout de suite vous présenter par la suite les invités de notre panel. Vous avez vu dans notre communication qu'on a un panel très relevé. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, évidemment, on a eu beaucoup de discussions jusqu'ici sur le moment présent, hein, la période d'hibernation, les activités qui sont essentielles, qui sont devenues prioritaires, la reprise d'activités, le prolongement de confinement dans certains secteurs, dans certaines régions. On a travaillé sur des programmes de financement, sur des programmes d'aide de dernier recours, de subvention des revenus, de liquidité, de prêts, d'investissement et ainsi de suite. On n'a pas eu quand même énormément actuellement de dialogue de manière prospective, c'est-à-dire maintenant, là, à plus long terme, qu'est-ce qu'on doit voir? Parce que plusieurs entreprises, plusieurs entrepreneurs, plusieurs investisseurs, là, ils vont commencer à se poser la question, OK, là, je démarre, probablement que je ne serai pas rentable pour une certaine période de temps. Évidemment, il y a plusieurs différents impacts selon les secteurs. Il y en a même qui pourront ne pas démarrer avant encore très longtemps. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est l'horizon? Évidemment, il n'y a personne qui a une boule de cristal. C'est un contexte socio-sanitaire et économique qui a des répercussions mixtes pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'historique. On a des histoires, on a vu des récessions, mais des épreuves comme celle-là remontent à un temps tellement éloigné que le monde ne fonctionne plus du tout de la même façon. Donc, aujourd'hui, on est devant une... Évidemment, il n'y a personne qui a de boule de cristal, puis on ne voudra pas lancer le défi à nos panélistes d'être des devins. Ils ne sont pas des futurologues, mais c'est important de collecter davantage de données sur ce qui s'en vient ou, à tout le moins, des différents scénarios, parce que c'est là où est-ce que probablement on peut voir des différences entre, pas nécessairement nos panélistes, je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire, là, mais entre plusieurs intervenants. Il y en a qui parlent d'une réduction de 5, de 10, de 15 du PIB. Il y en a qui parlent de rendement boursier, marché financier, rendement de caisse de retraite qui peuvent avoir des pertes de 5, 7, 8, 10, 15, voire 20 Alors, tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'il faut continuer maintenant là, à mettre dans notre réflexion pour savoir les prochains gestes que je vais faire et ainsi de suite. Donc, c'est important, je pense, d'avoir ce rendez-vous-là avec nos collègues, des économistes de grand renom que Raymond Bachand va nous animer de main de maître. Le dernier mot, c'est de vous dire que le 20 avril 2020, le CPQ a rédigé et a présenté sur la place publique une feuille de route pour un retour aux activités économiques, dans lequel on disait simplement il y aura des répercussions économiques à long terme. On parle de 1 à 3 ans. En fait, il y a des répercussions économiques très importantes à court terme, en 2020. Il y aura des répercussions économiques à long terme, 1 à 3 ans, qui seront très significatives pour certains secteurs, ainsi que pour les marchés financiers, ainsi qu'à très long terme, 3 à 8 ans pour la santé financière des États partout dans le monde, étant donné les moyens, les interventions que ces États doivent mettre de l'avant. Alors, c'était notre mot au 20 avril. Probablement que les choses n'ont pas si changé que ça à long terme. On va écouter maintenant nos panélistes nous parler de leur prévision, de leur vision et de leur scénario. Merci. Merci, Yves-Thomas. Alors, bienvenue à tous. Je suis ici en titre de président de l'Institut du Québec. L'Institut du Québec, petit think tank affilié au HEC, qui vise à faire des analyses rigoureuses puis regarder les meilleures pratiques pour vous aider les décideurs à prendre des décisions. Et là, on est dans une période, comme Yves-Thomas disait, de très court terme. On est dans une tourmente, une tempête absolue. Tout le monde regarde le court terme. Et il nous a semblé à l'Institut, c'est pour ça que j'ai approché Yves-Thomas, qu'on devrait regarder un peu plus au-delà du brouillard pour vous aider à prendre des décisions. Où serons-nous à la fin 2020? Où serons-nous en 2021? Où serons-nous en 2022? Alors, ça va se dérouler, au lieu qu'il y ait 4 longues présentations, on a 5 sujets. Le premier sujet, ce sera les perspectives sur la croissance économique.
Le deuxième sujet, et je reviendrai, je présenterai chacun, un drill down là, sur les perspectives, les différences sectorielles, parce qu'il y a beaucoup de différences sectorielles cette fois-ci. Le troisième sujet, ça serait la main-d'œuvre et le chômage. Quelles sont les dimensions? Quand est-ce qu'on reviendra à un chômage de 5 %? Le quatrième sujet, les marchés financiers, les dettes des entreprises qui ont des projets d'investissement ou d'acheter leurs concurrents pourront-ils facilement trouver du financement? Un cinquième sujet, si on a le temps, ce sera les perspectives budgétaires, limitées à 2 de nos panélistes. On va exempter Martin sur les perspectives budgétaires, question d'éthique, caisse de dépôt ne dit pas au gouvernement quelles sont ses perspectives budgétaires. Normand Kazaya nous fera un petit résumé, on vous dira bonjour. Alors, ça devrait être très dynamique. Je vous présente nos invités qui sont Martin Coiteux, que vous connaissez, mais qui est maintenant, je vais prendre son titre exact, chef de l'analyse économique et chef de la stratégie globale de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Maintenant, bonjour Martin. Stéphane Marion, qui est l'économiste et stratège en chef de la Banque nationale du Canada, qui en est vice-président exécutif aussi au niveau des marchés financiers. Et Mathieu Danjou, qui est le directeur économiste et chef adjoint, économiste en chef adjoint au mouvement Desjardins. Donc, on a vraiment un panel exceptionnel de nos 3 grandes institutions québécoises, au fond. Et le premier sujet, je vous parlais des 5 sujets, le premier sujet, c'est donc les perspectives économiques. Quelles sont les perspectives économiques que vous voyez pour... et au-delà des pourcentages, vous aimez beaucoup, les amis économistes, les pourcentages. Alors, allez-y avec vos pourcentages, mais nous, on gère en dollars la plupart du temps. Là. Quel sera le niveau de l'économie en décembre 2020? Si décembre 2019 était 100, ce serait quoi de décembre 2020, 2021, 2022? Bien sûr, au Québec, mais aussi au Canada et ailleurs dans le monde. Et je pense que sur ce sujet, on a tiré au sort. C'est Stéphane Marion qui ouvre le bal. Bonjour. Donc, je commence avec une page blanche. C'est uniquement pour vous taquiner parce que j'ai un petit peu plus de matériel que ça. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur de la récession par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Une récession qui se dit classique, qui est normalement causée par les banques centrales, on parle d'une contraction de l'économie de l'ordre de 3 à 5 %. Donc, lorsqu'on parle d'une récession de santé publique, il y a très peu d'évidence historique par rapport à ça. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la dernière fois qu'on en a vu une, c'était durant la grande pandémie, la grippe espagnole de 1918-1919. Et à l'époque, l'économie canadienne s'était contractée d'à peu près 7 %. Présentement, au meilleur de nos connaissances, et ça en tenant compte de la liste des services essentiels qui a été publiée pour l'économie ontarienne, québécoise, on parle donc d'une contraction de l'économie de 18 % en date du mois d'avril. Je vous rassure tout de suite, on espère que c'est le creux. Depuis quelques semaines, on a recommencé à croître, mais le choc est de toute évidence sans précédent. L'impact aussi est spectaculaire sur le marché du travail. Et ça, il faut s'attendre à ça. C'est spectaculaire sur le PIB, ça va être spectaculaire pour le marché du travail. Au Canada, on a perdu 4 millions d'emplois en seulement 2 mois. Ou 3 millions, ce qui nous fait en sorte qu'on est revenu à un niveau d'emploi de 2015. Donc, ça, c'est pour des sondages comparables entre le Canada et les États-Unis. Aux États-Unis, les pertes d'emploi ont été fabuleuses. Là, on parle de 30 millions d'emplois, de sorte que le niveau d'emploi aux États-Unis est au même niveau qu'il était en 1999. Donc, lorsqu'on se compare, on se console, on a encore 6 années de création d'emplois en poche au Canada comparé aux États-Unis. Et vous comprendrez que l'impératif de réouvrir l'économie aux États-Unis dans un contexte où c'est une économie, le système de sécurité sociale est beaucoup moins généreux qu'au Canada, est très, très, très grand, surtout dans une année d'élection. Donc, choc très fort sur le PIB avec un choc beaucoup plus fort sur l'emploi. Raymond faisait allusion à une réouverture de l'économie. Dans un contexte de pandémie, peu d'économistes peuvent prétendre avoir la vérité quant à une réouverture de l'économie. Donc, au meilleur de mes connaissances, lorsqu'on regarde la comparaison au niveau de la courbe de mortalité d'une ville de New York, qui jusqu'à tout récemment était similaire
à celle suivie par la grippe espagnole de 1918. Il y a encore beaucoup de gens qui se questionnent par rapport à la capacité ou au jugement des gouvernements de vouloir réouvrir leur économie. Puis là, je pense qu'on a besoin de faire un peu l'éducation au niveau de la population parce que c'est vrai que la courbe de mortalité a été similaire à celle de 1918, mais la distribution ou l'impact, la distribution de l'impact des gens qui sont frappés par la pandémie est très, très différent de ceux de la grippe espagnole. Je m'explique qu'à l'époque de la grippe espagnole, 87 des gens qui mouraient de la pandémie étaient des gens qui étaient dans le secteur du marché du travail ou leurs enfants. Donc, déconfiner l'économie à l'époque en disant aux travailleurs, retourne travailler, puis en arrivant à la maison, tu risques de tuer ton conjoint puis tes enfants. On s'entend que c'est plus difficile au niveau d'un choix gouvernemental de santé publique de réouvrir l'économie. Or, je pense que la différence la plus importante par rapport à COVID-19, par rapport à la grippe espagnole, c'est que 80 des gens qui sont les plus vulnérables sont des gens qui, pour la plupart, ne sont pas sur le marché du travail, à quelques exceptions près, là. Mais la réalité, c'est la différence la plus importante. Et pour les enfants, c'est beaucoup moins d'impact à ce niveau-là. Donc, la capacité de réouvrir l'économie, même pour une économie comme le Québec, on sait que nous sommes perçus comme étant les cancres de la fédération au niveau de la courbe de mortalité, les décès par million d'habitants. Vous pouvez comparer le Québec avec l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta. C'est vrai qu'on ne fait pas très bonne figure, mais vous savez, on n'est pas très différent de la Suède jusqu'à un certain point, qui a opté pour une stratégie totalement différente. Et je n'exclus pas qu'on va suivre la trajectoire italienne. Et là, ce qui est fascinant, lorsqu'on a des gens, des gérants d'estrade qui disent on déconfine pas, médecin, qu'est-ce qu'ils disent, un médecin dit autre chose, c'est que ce qui est spectaculaire au niveau des décisions qui ont été prises récemment, c'est qu'au Québec, une économie qui a confiné plus que d'autres provinces, qui, malgré tout ça, a une courbe de mortalité parmi une des plus élevées des pays de l'OCDE. Ce qu'on remarque, c'est que la conclusion est la même, c'est que 31 des cas de COVID sont des gens de 70 ans et plus, qui représentent 92 des décès de COVID. Donc, si vous voulez comparer avec la Suède qui est accusée aussi maintenant d'être prendre un risque trop considérable par son économie. Mais écoutez, la Suède, c'est 35 des cas de COVID. 88 des décès, ce sont aussi des gens de 70 ans et plus. Donc, indépendamment de la stratégie que vous optiez, pour laquelle vous décidiez de prendre pour laquelle on optait pour les gouvernements, la conclusion elle est similaire, à savoir, on se devait de mieux protéger les centres pour personnes âgées. Et je pense que c'est ça qui est assez révélateur pour l'instant. Donc, je pense que la stratégie de réouvrir l'économie tient encore la route. Sinon, les troubles sociaux et les impacts collatéraux avec une destruction de capacité permanente serait beaucoup plus grand pour l'économie. Donc, pour ce qui est de notre scénario, quel type de reprise, les gens ont beaucoup de signes, de lettres qu'ils utilisent. Nous, on pense le swoosh, donc le sigle de la compagnie Nike, ce qui veut dire qu'à très court terme, on a un rebond économique, mais comme Jean-Thomas et Raymond le laissaient présager, on risque de revenir au niveau d'activité économique pré-récession seulement d'ici 24 à 36 mois. Donc, ça va être une reprise, une récession atypique avec une reprise atypique. Mais heureusement, les autorités monétaires et budgétaires veillent au grain. Et ça, c'est pour un autre chapitre de notre discussion tout à l'heure. Oui, merci. Alors, il n'a pas répondu, c'était fascinant, mais il n'a pas répondu pointu à quoi sur l'économie en décembre 2019, 2020 et 2021, mais tu pourras revenir tout à l'heure. Alors, Mathieu Danjou. Oui, bonjour. Donc, c'est sûr que moi aussi, avant d'aller dans les chiffres, je pense juste résumer. Je pense que le plus important de comprendre, c'est qu'on est vraiment dans une situation qui est tout à fait hors norme en ce moment. Donc, c'est vrai, Arnaud, tu pourrais mettre mon premier graphique. On voit les pertes d'emploi. Je ne sais pas si vous voyez bien les 2 derniers mois, mais dans le fond, c'est comme disait Stéphane, on a perdu 3 millions d'emplois au cours des derniers mois. Quand on compare ce qui s'est passé à la récession de 81-82, on dirait qu'il n'y a eu aucune perte d'emploi lors de ces graves récessions-là. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention aux statistiques économiques en ce moment parce que c'est loin d'une récession classique. Là, habituellement, ça commence par un choc économique ou financier qui cause une baisse de confiance. Après ça, il va y avoir un ralentissement de l'investissement. Finalement, il va y avoir des pertes d'emploi, puis ça va être des pertes d'emploi permanentes.
Là, on avait des économies qui allaient quand même relativement bien, entre autres au Québec. Et tout d'un coup, on décide de fermer les économies. Tout ce qui n'est pas essentiel, on le ferme temporairement pour des très bonnes raisons, là, pour essayer de stopper la pandémie qu'on ne connaissait pas très bien à ce moment-là. Et là, c'est beaucoup des pertes d'emplois temporaires, c'est des arrêts de production qui devraient être temporaires pour une grande partie aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a des chiffres qui sont incomparables. C'est clair que le pire de la récession, si on y va d'un point de vue statistique économique, est probablement déjà passé. Je pense que le mois d'avril va avoir été le pire mois de l'histoire un peu partout en Amérique du Nord. On estime, nous autres, au Québec, à la fin du mois d'avril, on avait perdu à peu près 22 du PIB là, par rapport à la fin de l'année dernière. Donc, c'est peut-être le premier signe. Déjà, on pense que dans les prochains mois, on va regagner une grande partie. Donc, il y a comme un V, un certain V qui commence. Je pense que je suis assez d'accord avec la forme de reprise que présentait mon confrère de la Banque nationale. Donc, il va y avoir une forte remontée dans les prochains mois. C'est assez évident. Juste le secteur de la construction est déjà reparti. Ça va faire un gros impact. Mais après ça, c'est vraiment ça. Là. Je pense qu'il ne faut pas trop focusser sur la reprise, sur la grosse chute qu'on a eue. On voit un peu là, les genres de scénarios qu'on voit nous aussi. Donc, si on veut un peu plus donner des chiffres, là, justement, là, à la fin du deuxième trimestre de 2020, on pense que déjà, qu'on va faire la moyenne au Québec, on va être à peu près une baisse de 12 à peu près. Puis, honnêtement, ça va peut-être être un peu pire au Québec. Avec les dernières nouvelles du côté de Montréal, ça pourrait être peut-être un 15 de baisse là, par rapport à la fin de 2019. Aux États-Unis, peut-être plus autour de moins 11 mais on pense qu'à la fin de l'année, on va plus être revenu là, dans à peu près une baisse de 3,5 au Canada, un petit peu mieux aux États-Unis, peut-être un petit peu mieux au Québec. Là, au Canada, on pense que la reprise va être plus longue à cause du secteur de l'énergie. Les difficultés risquent de rester un certain temps, là, même si récemment le prix du pétrole canadien remonte un peu. Mais c'est la partie d'après, dans le fond. C'est qu'on n'ira pas tout rechercher. Et ça va être assez compliqué. Là. Donc, retourner au même niveau. C'est sûr qu'on a mis le PIB réel. Là, chez les anciens ministres des Finances, des fois, mieux le PIB nominal. Mais nous, on regarde plus le PIB réel. Oui, pour les revenus. Mais le PIB réel, je pense que la plupart des économies nord-américaines, on les voit là, vers la fin 2021, début 2022, on serait revenu au même niveau qu'à la fin de 2019. Mais ça fait quand même 2 années sans aucune croissance. Là. Donc, ça montre que ça va être quand même une période assez difficile. Donc, la période là, où on va plus avoir des difficultés, ben, c'est peut-être, là, même si on va avoir des bons chiffres de croissance cet automne, ben, ça se peut que, là, que les difficultés des ménages, on les sente plus là. Surtout si jusqu'à maintenant, c'est clair que les ménages ont été beaucoup protégés par les mesures gouvernementales, là, en particulier du fédéral. Mais à un certain moment, on va se retrouver dans une situation que ça va être un peu moins bon sur le marché du travail, puis ça va plus affecter les ménages qui auront pu, entre autres, la PCU. Donc, c'est cette période-là qu'il faut regarder. Mais on est quand même, ça peut être vu comme un scénario assez optimiste parce que je suis d'accord, là, je pense qu'on apprend de plus en plus sur la maladie. Puis c'est clair que de tout fermer et de traiter les écoles comme les CHSLD, je pense qu'on va se rendre compte assez rapidement que ce n'est pas nécessaire là, quand on regarde ce qui se passe partout dans le monde. Donc, je pense qu'il va continuer à avoir des mesures de distanciation, mais peut-être ça va être de plus en plus ciblé là, vers les populations vulnérables. Ça devrait permettre à l'économie de retrouver une bonne partie là, de ses pertes dans les prochains mois. Merci beaucoup, Mathieu. Martin? Oui, alors je vais également de mon côté projeter ici au moins un graphique. Est-ce qu'il est visible pour tout le monde? Oui. OK. Alors, Raymond, ta question est à savoir à quoi va ressembler le PIB nominal à la fin de l'année. Et je dirais, là, suite à ce que vient de nous dire Mathieu, que le nominal et le réel risquent en termes d'augmentation, ça risque d'être assez semblable parce qu'on ne s'attend pas énormément d'inflation d'ici la fin de l'année. On est dans un choc qui est majeur, puis on est dans un choc qui, au moins, dans un premier temps, on pourra peut-être discuter après du moyen et du long terme, est clairement déflationniste. Alors, on ne se réchappera pas du côté du PIB nominal par une inflation plus grande. Ici, ce que je représente, c'est une prévision qui résulte de ce qu'on appelle le consensus Bloomberg. Je vais commenter un petit peu comment je vois les choses parce qu'on a évidemment à l'interne, à la Caisse, nos propres scénarios, nos propres analyses et nos propres prévisions. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le consensus le plus récent, qui est assez différent du consensus d'il y a une semaine, ou il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, ou il y a même 4 semaines,
indique une contraction du produit intérieur brut réel aux États-Unis qui est quand même colossale, sauf que celle qu'on voit ici, elle est inférieure à ce que, par exemple, Stéphane présentait tout à l'heure pour le Canada et qui certainement, selon moi, va être pire que ce qui est représenté ici pour les États-Unis. Néanmoins, ça nous donne une base pour réfléchir à la question. D'abord, quand cette crise-là a commencé, la première chose que la vaste majorité des économistes a tout de suite reconnue, c'est que l'ampleur de la contraction initiale serait au moins pire, minimalement pire que celle qu'on a connue au cours de la grande crise financière de 2008-2009, qui nous a moins frappé au Canada, mais qui a frappé nettement les États-Unis, notamment l'Europe aussi. On disait déjà que ce serait une contraction encore plus forte. Dans les faits, ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir des contractions initialement au premier trimestre de l'année et surtout au deuxième trimestre de l'année, une contraction qui est digne de ce qu'on a connu pendant l'épisode de la dépression. Est-ce que ça veut dire qu'on s'en va en dépression? Le scénario de base, le scénario de référence qui est le mien, qui est certainement celui de Mathieu ou celui de Stéphane, comme j'ai pu voir leurs propres analyses, est certainement pas un scénario de cette nature-là. Stéphane parlait d'un swoosh pour se référer à la marque Nike, effectivement, mais ça veut dire en quelque part qu'il va y avoir quand même une reprise qui va s'amorcer assez rapidement. Et c'est ce qui est représenté ici et c'est le scénario de référence auquel moi j'accorde la plus haute probabilité. Alors pourquoi pas une dépression? Pour deux raisons essentiellement, parce que dans un premier temps, il y a des secteurs de l'économie qui vont être réouverts et donc la nature de cette contraction-là, c'est d'abord avant tout une mise en hibernation de nos économies qui a été décidée par les autorités de santé publique pour des fins de contrôle d'une pandémie. Et à partir du moment où on peut commencer une certaine séquence de déconfinement, il y a forcément des activités qui ont été stoppées, qui vont reprendre vie. Néanmoins, il ne faut pas s'attendre à ce que cette reprise liée au déconfinement nous ramène très, très, très rapidement au niveau qu'on observait, par exemple, à la fin de l'année 2019. Le point 100 qui est représenté ici sur ce graphique correspond au niveau annualisé du PIB américain en base 100 réalisé au quatrième trimestre de 2019. Alors, comme on peut le constater ici, à la fin de l'année 2020, on est encore très loin d'avoir rattrapé tout le terrain perdu. Et on n'a même pas rattrapé tout le terrain perdu, si je me fie au consensus ici, à la fin de l'année 2021. Alors, dans le meilleur des cas, cette économie américaine, mais l'économie canadienne n'aura pas un comportement très différent. Je pense que ça peut être un petit peu plus profond, la chute initiale. Par contre, le pattern général de la reprise devrait quand même passablement se ressembler. Il ne faut pas s'attendre avant très tard en 2021 et fort probablement davantage en 2022 qu'on ait pu récupérer le terrain perdu. Donc, on va rester avec des niveaux d'activité économique qui sont très déprimés. D'abord, le déconfinement lui-même ne touche pas tous les secteurs à la même vitesse. Donc, il va rester des secteurs au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, qui ne pourront pas reprendre leurs activités de toute manière parce qu'ils vont rester, ces secteurs-là, largement contraints par les mesures de confinement. Et deuxièmement, puis c'est quelque chose qui est fort important également, c'est pas parce qu'on déconfine qu'on retourne à la normalité. D'abord, il y a des normes et des mesures de distanciation sociale qui vont exister. Même le secteur de la construction, même les grands travaux qui reprennent à l'heure actuelle au Québec, on ne peut pas fonctionner au même niveau de productivité qui auraient été ceux d'avant la crise de la COVID, forcément. Il y a des mesures de distanciation, il y a des enjeux d'organisation du travail, il y a des enjeux d'approvisionnement. Alors, même dans ces secteurs qui sont les premiers à reprendre leurs activités, les niveaux de productivité, les niveaux d'activité vont tarder largement avant de se récupérer. Et puis ensuite, bien, évidemment, il y a des secteurs où ça va être encore pire. Alors, même si les gouvernements sont intervenus massivement pour soutenir les revenus, soutenir la liquidité, permettre au plus grand nombre d'entreprises possible, dans la mesure de ce qui était possible d'accomplir, de patienter encore sur le plan des liquidités quelques semaines, quelques mois. Il y a des entreprises qui, malheureusement, vont devoir attendre plus longtemps que ce qui serait souhaitable.
il y a des entreprises qui, lorsqu'elles reprendront leurs activités, vont fonctionner tellement en deçà de leur capacité que malheureusement, on ne va pas éviter des enjeux typiques de récession avec malheureusement un certain nombre de faillites, un certain nombre de difficultés financières. Même chose du côté des ménages, même chose du côté des consommateurs. Alors même dans le meilleur des cas, il y aura, comme dans toute autre récession, des effets permanents sur une partie du stock de capital qui ne va pas pouvoir revenir en activité rapidement. Du côté de la main-d'œuvre, où le taux de chômage va rester, je sais qu'il y a une question là-dessus, on y reviendra, le taux de chômage ne pourra pas revenir à ce qu'il était rapidement. Et donc, les effets de cette crise, malheureusement, vont être passablement persistants. Et on pourra en discuter tout à l'heure. Il y aura des défis même à plus long terme, même une fois qu'on aura récupéré les niveaux d'activité qu'on avait avant la crise. Merci, Martin. Ça lance bien le débat parce que nos trois économistes s'entendent au fond qu'à la fin 2021, on n'aura pas rejoint le niveau de 2020. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, qui planifient leurs investissements, leurs ventes, etc., que ça va être en 2022. Et là, on s'était dit comme deuxième sujet, c'est quand même de faire un drill down. Vous avez commencé à l'aborder parce que la reprise va être très inégale par secteur. Moi, je mets ensemble, on parle de distanciation sociale. Moi, je dis qu'il faudrait définir l'ensemble des secteurs qui sont à rapprochement social. C'est plein de secteurs qui ne peuvent pas. Tu ne peux pas fonctionner un restaurant à 30 % de capacité, un avion, du secteur du tourisme, le secteur culturel. Ça, c'est un grand changement. Il y a les dépenses discrétionnaires du consommateur qui vont être affectées et les gens vont être prudents, donc ne pas dépenser. Il y a le commerce en ligne. Est-ce que la transformation technologique qu'on assiste en accéléré va changer aussi sectoriellement? Alors, comment voyez-vous les perspectives? On a les perspectives globales, mais si on le regarde sectoriellement, si on peut avoir vos commentaires et vos pensées. Alors, on s'était dit qu'on commençait avec Mathieu Danjou, après ça, Martin Coiteux et Stéphane Marion en troisième. Oui, on pourrait mettre, Arnaud, peut-être le petit tableau que j'ai fait pour voir d'où qu'on part, dans le fond. Je ne sais pas si tu peux me mettre ça, Arnaud. Ça va être très long. Donc, dans le fond, juste voir, il y a eu des pertes d'emploi spectaculaires là, dans les derniers mois, même au Québec, 820 000, même particulièrement au Québec, entre autres à cause qu'au Québec, mais c'est ça, l'ampleur du choc initial, ça représente essentiellement à quel point qu'on a décidé de fermer l'économie. Puis le Québec, on a fermé un peu plus qu'ailleurs, entre autres avec le secteur de la construction. Donc, on voit qu'il y a 13 % des pertes d'emploi qui viennent du secteur de la construction. Ça, c'est un secteur où on pense que ça va très bien repartir. Je comprends que c'est vrai qu'il y a des défis logistiques. Peut-être que la productivité ne sera pas là, mais il va y avoir beaucoup d'activités. On parlait juste avant la rencontre, on venait de voir que le gouvernement avait annoncé au Québec même qu'on devancerait des projets d'infrastructure pour aider la relance. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui va être fait pas mal partout dans le monde. Avec du financement, des taux d'intérêt qui sont bas, c'est assez clair qu'ils vont vouloir aider par la construction, surtout que c'est des dépenses d'immobilisation qui, des fois, ont un peu moins d'effet sur le déficit. Donc, ça va bien aller. Puis même la construction résidentielle, là, on s'attend que ce soit un peu plus dur pour quelques mois, quelques peut-être trimestres, mais ce n'est pas quelque chose qui nous fait très peur qui s'effondre. Les conditions de financement demeurent très, très bonnes. On voit les institutions financières donnent des chances aux gens. Donc, à un certain moment, c'est sûr qu'on va avoir une meilleure idée, honnêtement, dans quelques mois, là, quand il n'y aura plus la PCU, quand il y aura peut-être un peu moins aussi. C'est sûr qu'elle risque d'être prolongée, là, mais les subventions salariales, on va avoir une meilleure idée. En ce moment, il y a beaucoup de distorsions dans le marché. Mais je pense que le secteur de la construction devrait bien repartir. La fabrication, je pense, devrait assez bien repartir aussi. Là. Les usines, on va les relancer. Encore une fois, ça ne sera pas tout le temps évident, mais je pense que il va y avoir beaucoup d'opportunités. Hein? Il y avait déjà un début de mouvement de faire la globalisation, de ramener un peu plus les chaînes de montage proches. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de pression pour le faire dans le domaine de la santé, dans tout ce qui est transformation alimentaire. Il risque d'avoir des belles opportunités de ce côté-là. Tout ce qui s'appelle hébergement, restauration, spectacle, je pense que tout le monde est conscient que ça va être difficile pour un certain temps. On peut peut-être ouvrir les restaurants assez rapidement, mais si on les rouvre avec 2 fois moins de clients dans les salles, ça va être difficile. Là. Puis, entre autres, en tout cas, dans des... C'est sûr que ça peut affecter aussi là, les loyers commerciaux, là, entre autres dans les centres-villes. Si les gens ne retournent pas travailler, si on dit que les restaurants, il ne faut pas qu'ils soient bondés, ça va causer des problèmes. Donc, tout ce
sais, je pense que c'est un bon point de M. Bachand, là, tout ce qui demande que les gens soient proches socialement, ça va être difficile. Ça, c'est une des grandes questions, honnêtement, je pense qu'il faut se poser. C'est assez clair qu'on va relancer l'économie, mais à quel moment qu'on va pouvoir un peu arrêter de parler du 2 mètres de distance dans tout, là. Moi, qu'on le garde dans certains cas, qu'on garde des bonnes mesures d'hygiène partout, que dans les hôpitaux, ça soit extrêmement mieux contrôlé que c'était avant, je pense que ça va rester. Mais je ne suis pas certain que c'est une bonne idée de commencer à essayer d'ouvrir les écoles en septembre en mettant seulement 10 élèves par classe, 10-15 élèves par classe. Là, je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Puis je pense qu'on va apprendre, on va regarder ce qui se fait ailleurs, mais ça va avoir un gros impact. Si on ne réduit pas les mesures de distanciation, c'est sûr qu'il y a des secteurs qui vont avoir beaucoup de difficultés. Il y a aussi toute la question, il y a quand même eu la crise force les gens à essayer des nouvelles choses, le télétravail, ce qu'on fait en ce moment, les conversations à distance. Donc ça, il va y avoir des belles opportunités là, dans tout ce qui est technologie. Ça pourrait affecter la finance aussi, la santé, hein, voir les gens qui commencent à avoir des rendez-vous avec leur médecin par téléphone, par vidéoconférence. Je pense que c'est quelque chose qu'on était dû pour faire. Donc, il va y avoir quand même des choses positives qui vont sortir de ça. Pour le consommateur, ça va être intéressant parce qu'il y a quand même quelque chose en ce moment qu'il faut réaliser, c'est que les consommateurs ne sont pas dans le trouble pour le moment. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, mais la plupart reçoivent, il y a 8 millions de Canadiens là, qui reçoivent la PCU maintenant, puis on regarde, nous autres, nos chiffres, sans trop aller dans nos chiffres internes, et ce qu'on se rend compte en ce moment, c'est que l'épargne augmente, là, les gens consomment moins, puis les revenus sont très peu affectés, là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens, là, il y a toujours des cas, puis je pense que pour les entrepreneurs, c'est plus difficile, là, puis certaines classes, mais entre autres, pour les petits travailleurs qui ont perdu leur emploi, de façon macro, ne sont vraiment pas dans le trouble. Donc, il y a une possibilité de dépenser, puis si on dit aux gens, vous ne pouvez plus voyager à l'extérieur, vous ne pouvez plus trop aller au restaurant, il va y avoir, je pense, des opportunités là, dans les services, dans les dépenses discrétionnaires des gens. Là. Puis c'est pour ça aussi que l'habitation pourrait assez bien faire. Donc, OK. ça va être assez disparate. Je vais t'interrompre bientôt. Merci beaucoup. Problème. Merci beaucoup, Mathieu et Martin. J'ai encore une fois quelque chose que j'aimerais partager. Juste un instant. J'ai préparé un petit... En fait, c'est une petite... Est-ce qu'on la voit? Ça va? Très bien. Alors, j'ai une matrice ici qui divise 4 grandes catégories de secteurs, évidemment. Et pour qu'on comprenne ça, quand on va de gauche vers la droite, ce qu'on voit, c'est l'impact sur les heures travaillées au Canada, parce que c'est pour le Canada ici, c'est l'impact sur les heures travaillées depuis février 2020. Donc, les secteurs dans lesquels les heures travaillées ont le plus chuté se situent à droite dans cette matrice. Alors, on retrouve les secteurs de la fabrication, transport, entreposage, construction et évidemment en haut, à droite, information, culture, loisirs, hébergement et restauration, commerce de gros et détail. Alors évidemment, on voit là les secteurs qui ont été les plus impactés par cette crise, par la mise en place des mesures de confinement. Ici, c'est pour le cas du Canada, mais on ferait une matrice comme celle-là pour les États-Unis, on aurait quelque chose de très, très, très semblable. La taille des bulles ici, c'est l'importance du secteur, non pas dans l'emploi ici, c'est dans le PIB, dans la valeur ajoutée totale de l'économie canadienne que vous avez ici. Les moins affectés, je ne serais pas étonné, c'est les secteurs qui sont capables davantage de fonctionner en télétravail. Le secteur des administrations publiques, Raymond, je pense que tu en connais pas mal, évidemment, là-dessus. Ça ne veut pas nécessairement dire que notre secteur public est super bon en télétravail à l'heure actuelle. Je pense que ce n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, il y a des gens qui font affaire avec le secteur public qui se disent, mais comment on réussit à maintenir la continuité de nos relations avec le secteur gouvernemental? C'est un petit peu compliqué. Mais néanmoins, il faut encore que tu es chez Canadian Tire pour prendre ton permis de pêche. Mais néanmoins, l'emploi a été effectivement préservé. Donc, c'est parmi les secteurs les moins affectés. Mais quand on regarde nos secteurs, comme par exemple celui de la finance, celui du monde de l'investissement, bon, on a réussi évidemment à pivoter en télétravail d'une façon, je ne dis pas que tout le monde est heureux tous les jours de cette situation-là, mais on a été capable et on est capable de maintenir nos relations, notre travail, la relation avec nos clients, presque comme si c'était rien passé, mais ça a nécessité quand même une réorganisation de la manière de travailler. Alors ça, c'est les secteurs les moins affectés. Maintenant, lorsqu'on se pose la question de la persistance des impacts qu'on observe aujourd'hui, c'est là qu'on se déplace vers le haut dans ce graphique-là. Et on s'aperçoit donc qu'il y a des secteurs qui risquent d'être affectés pendant plus longtemps, donc des effets persistants,
Et encore une fois, on retrouve évidemment information, culture, loisirs, hébergement, restauration, commerce de gros et détail comme étant les secteurs les plus pénalisés. Vous allez me dire, c'est l'évidence, c'est les secteurs, comme disait Raymond, qui ont le plus besoin de la proximité sociale pour opérer à pleine capacité, et c'est les secteurs qui vont donc le plus souffrir de tout ça. Alors, il y aura des enjeux majeurs de ce côté-là. Il y aura des enjeux absolument majeurs dont il faut être conscient, et il va falloir penser à des stratégies pour ces secteurs-là. Mais en même temps, j'aimerais juste sortir de ce cadre-là, si j'ai quelques minutes, pour parler… 2 minutes. J'ai 2 minutes. Pour parler au-delà des impacts sur l'emploi et l'activité, il y a des secteurs forcément qui auront besoin, je ne dis pas nécessairement de se réinventer, parce que le secteur, par exemple, du commerce de détail, il y a des entreprises déjà qui développaient déjà des modèles de commerce en ligne, de livraison à domicile. C'était une tendance qui existait déjà. C'était une tendance qui prenait de plus en plus de place. Même lorsqu'on va être sorti de cette crise et même lorsque ce secteur-là du commerce de détail va pouvoir opérer comme si rien n'était arrivé, entre guillemets, à 100% de capacité, c'est loin d'être certain qu'il y aura 100% de la clientèle qu'on avait auparavant qui va se déplacer physiquement pour aller en magasin. La demande pour du commerce en ligne, la demande pour de la livraison à domicile, elle augmentait, mais comme legs de cette crise-là, elle va augmenter davantage. Donc, lorsqu'on parle de préparer l'avenir, c'est aussi de ça qu'on parle. Alors, les entreprises qui ont déjà avancé dans ce domaine-là, tant mieux, elles doivent continuer. Les entreprises qui veulent survivre et prospérer dans l'environnement après COVID, c'est le moment ou jamais, dans la mesure du possible, de faire les investissements requis, de changer petit à petit le modèle d'affaires ou rapidement le modèle d'affaires pour être capable d'opérer dans un monde dans lequel, effectivement, les gens vont télétravailler et acheter depuis leur domicile pour recevoir les produits à la maison. Et on espère donc que le maximum d'entreprises locales vont faire ce passage-là. Merci, Martin. Puis ça va affecter, pour faire le lien entre ce que vous dites tous les deux, ça va affecter l'immobilier commercial, parce que tu as besoin de moins de pieds carrés de magasins, on regarde dans le dos. Et puis s'il y a moins de monde au centre-ville à cause du télétravail, les deux facteurs ensemble, ça aussi, ça va affecter l'immobilier commercial dans le centre des grandes villes. Stéphane? Oui, donc Martin a raison. En fait, l'avenir est arrivé plus vite qu'on pensait avec la pandémie. Je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont dit, là. Ce qu'on constate, c'est que les secteurs les plus impactés par les phénomènes de distanciation sociale, la caractéristique clé de ces secteurs-là, c'est qu'ils représentent 8% du PIB, mais à peu près 22% de l'emploi. Donc, c'est une des rares récessions où le choc d'emploi est beaucoup plus brutal que le choc de PIB. Et moi, je vais garder l'impact sectoriel, si vous voulez, peut-être au sens un peu plus large. Comment se compare ce choc-là par rapport à celui qu'on a subi en 1918? Fait qu'on peut utiliser le recensement de l'économie canadienne qui était disponible en 1921. Ma diapo est en anglais, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de la traduire, mais la réalité, c'est que le phénomène de distanciation sociale est plus facile à observer lorsque vous avez 33% de vos gens qui travaillent dans le secteur agricole ou 17% dans le secteur manufacturier, alors que présentement, c'est 79% des gens qui travaillent dans les services. Donc, lorsque vous me parlez de secteur, on peut le prendre au sens plus large. Une pandémie va avoir un impact disproportionné sur les grands centres urbains qui étaient le moteur de croissance de l'économie canadienne au cours des dernières années. Et ça, j'insiste sur le fait qu'on doit même revoir tout ça et comment on va être impacté par rapport à ça. Le clivage région, grand centre urbain, pour moi, revêt d'une importance capitale. On pense souvent qu'on peut repartir l'économie en disant on va ramener du manufacturier avec ce qui s'est passé, c'est la bonne chose à faire. Mais n'oubliez pas que lorsque le manufacturier ne représente que 9% de votre économie, ça va prendre du temps. Or, la croissance canadienne au cours des dernières années, puis c'est vrai pour le Québec aussi, est principalement venue des villes via une politique d'immigration porteuse qui se concentrait à aller chercher des gens éduqués, jeunes, et qui permet d'avoir un effet multiplicateur beaucoup plus grand. Donc, le secteur de la haute technologie a un multiplicateur pour l'ensemble de l'économie qui est 2 à 3 fois plus élevé que le secteur manufacturier. Donc, je pense que ça, c'est une stratégie. On doit repenser
le développement des villes, repenser les secteurs qui sont impactés. Et ça, c'est très, très, très important. C'est un changement radical par rapport aux dernières années. Donc, moi, j'espère qu'il y aura un vaccin le plus rapidement possible, puis des médicaments, mais le processus de densification des villes, l'urbanisme devra être repensé et je ne pense pas que la reprise économique pourrait être durable sans la participation des villes. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'on doit continuer d'avoir une immigration porteuse qui nous permet de transiger, de bifurquer vers le futur dont Martin parlait tout à l'heure. Il arrive plus vite, mais ça ne pourra pas se faire sans un capital humain, l'apport de l'immigration. Et ça, je pense que c'est très, très important. Puis, j'arrête là pour sauver un peu de temps. Tout a été dit là-dessus jusqu'à présent. OK, merci beaucoup Stéphane. Fascinant ce que les panélistes nous donnent, ce qui nous amène directement sur le prochain sujet qui est la main-d'œuvre. Puis c'est intéressant de voir effectivement 10 mais c'est 20 de la main-d'œuvre. Puis il y a d'autres graphiques que j'ai vus qui démontrent que le gros des pertes d'emploi, c'est les gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui gagnent à peu près 25-35 de la moyenne de rémunération, etc., qui ont été frappés. Mais on était en plein emploi au Québec, puis on avait des pénuries de main-d'œuvre. La démographie ne changera pas. Et donc, le plein emploi, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, les défis seront là, mais ils auront peut-être changé. Puis dans les difficultés sectorielles, même s'il y a l'air d'avoir beaucoup de monde à chômage pour un certain temps. Donc, quelles sont vos perspectives de chômage? Est-ce que, même si l'économie reprend dans un certain secteur de l'économie, est-ce qu'il va y avoir des pénuries dans ces secteurs-là de main-d'œuvre parce que tous les travailleurs ne sont pas interchangeables? Enfin, je vous laisse la parole. Je pense que c'est Martin qui parle le premier, suivi de Stéphane Marion et de Mathieu Loge. Oui, merci. Le sort veut que je parle le premier sur ce sujet-là, puis j'aimerais peut-être en parler, non pas strictement en termes québécois ou canadiens, mais j'aimerais en parler d'une façon plus mondiale, plus internationale, avec un certain nombre de différences, évidemment, je pense, qui vont être importantes. Ben, d'abord, puis si vous me permettez, là, je vais aller faire un long détour peut-être, vous allez me dire, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler dans ces termes-là aussi, parce qu'on n'a pas abordé cette question-là. Le retour à la normalité, qu'est-ce que ça veut dire et à quelle vitesse ça va se passer? Si je prends la Chine, on n'a pas de données très précises sur le taux de chômage, sur le sous-emploi en Chine, mais ce qu'on a comme indicateur indirect, c'est qu'effectivement, ça a augmenté de manière considérable. Et pourtant, lorsqu'on regarde certains indicateurs sur le secteur manufacturier, sur le transport, l'économie chinoise est repartie dans un certain sens et a déjà réatteint dans certains secteurs des 80 voire même 90 d'utilisation des capacités dans certains secteurs. Mais les consommateurs du côté des services ne sont pas au rendez-vous comme auparavant. Et donc, il y a beaucoup de travailleurs dans le secteur des services qui sont encore actuellement, qui n'ont pas été rappelés au travail, d'une part. Et d'autre part, bien entendu, il y a la structure de la production, les grandes entreprises qui ont continué de recevoir passablement de crédits, continuent d'opérer, on continue de réussir à opérer, mais les petites et moyennes entreprises qui se sont vues couper des marchés du crédit ont énormément de mal à redémarrer. Donc, vous avez déjà là la deuxième économie mondiale qui va rester avec des taux de sous-emploi de façon prolongée pendant un certain temps, et c'est l'économie qui est peut-être la plus avancée dans la sortie de cette crise-là. Si on va du côté européen, malheureusement, je pense que le chômage va durer de manière persistante dans un grand nombre de pays. On sait que l'Europe a des enjeux particuliers, des grandes asymétries, des pays qui sont beaucoup plus affectés que d'autres, avec les capacités budgétaires et fiscales qui sont regroupées à l'intérieur de l'entité Union européenne sont beaucoup moindres. Pour des raisons politiques, pour des raisons de design institutionnel, beaucoup moins que ce qu'on est capable de mobiliser dans un pays comme le nôtre, avec évidemment des responsabilités qui sont celles des provinces et celles du gouvernement fédéral. Donc, en Europe, des difficultés majeures également. Aux États-Unis, j'ai eu des discussions avec certains collègues, des économistes en chef de certaines institutions qui, normalement, sont parmi les plus optimistes, les plus bullish sur l'économie américaine. Et ceux et celles avec qui j'ai eu l'occasion de parler au cours des dernières semaines, pour la première fois depuis très, très, très longtemps, évoquent la possibilité effectivement que les États-Unis ne retournent pas au niveau de chômage que ce qu'on observait juste avant le déclenchement de cette crise-là.
qu'il y ait une grande persistance et une longue persistance de ce taux de chômage élevé. Alors, pourquoi je fais ce grand détour? C'est pour qu'on prenne conscience que notre situation n'est pas unique. Il n'y a pas un défaut de conception dans notre économie qui fait en sorte qu'on pourrait rester avec des taux de chômage élevés pendant un certain temps, encore une fois. Il faut qu'on se situe dans ce contexte général. Bon, on a des défis particuliers. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont capables de récupérer des niveaux d'activité plus rapidement. On a évoqué le secteur de la construction, que ce soit la construction résidentielle, que ce soit la construction qui concerne les grands chantiers qui reprennent à l'heure actuelle. Juste avant cette crise, on était plus qu'au plein emploi dans le secteur de la construction au Québec. Et on peut relativement rapidement, et je ne parle pas dans cette année en cours, mais sur un horizon de 2 ans, on peut rapidement retourner au plein emploi. Le grand défi, ça va être dans le secteur des services. C'est là que va être le grand défi. D'autant plus que cette crise-là va accélérer cette transformation structurelle qu'on vivait déjà et qu'on aurait peut-être dû aborder plus rapidement que ce qu'on va devoir faire maintenant. Si on avait commencé un peu avant, on serait peut-être en meilleure posture aujourd'hui. Mais c'est certain que cette grande transformation du côté du secteur des services, elle est devant nous, elle va devoir se faire. Donc, on a un grand défi. Donc, ce ne sera pas juste une question de politique de soutien des revenus, bien qu'une politique de soutien des revenus va être longtemps nécessaire pour les travailleurs les plus affectés, notamment dans le secteur des services, mais ça va être aussi des politiques qui vont appuyer directement cette transformation-là. Ça va prendre de l'investissement privé, mais ça va prendre un ensemble de politiques qui supportent et qui facilitent et qui aident à accélérer cette transition-là, parce que c'est la seule manière avec laquelle on va être capable ultimement de résorber à la fois le sous-emploi des capacités de production et le sous-emploi des personnes. Alors, je voulais le présenter dans ce grand contexte-là, puis je vais laisser mes collègues poursuivre. Oui, c'est très bien. Puis on avait demandé si tu es la plus internationale des 3 institutions qui est ici. Et donc, on t'avait demandé c'est très bien d'avoir fait ce survol-là, très enrichissant. Stéphane, je pense que tu es le prochain. Ouais, je vais mettre un aspect géopolitique là-dessus parce que je pense que c'est important pour les gens, pour le Conseil du patronat. Aux États-Unis, on se retrouve avec un taux de chômage qui est qui est à plus de 16% présentement. Faut retourner aux années 40 ou à la Grande Dépression pour avoir des taux de chômage aussi élevés. Martin avait raison tout à l'heure en disant, bon, c'est pas la Grande Dépression parce qu'il y a un système de sécurité sociale qui est quand même, sans être aussi généreux qu'au Canada, est quand même plus généreux qu'à l'époque. Donc ça nous sauve de la Grande Dépression. Mais cela étant dit, n'oubliez jamais que depuis 1924, donc depuis ce que vous voyez sur le graphique, de toute l'histoire-là, aucun président américain n'a été réélu dans un contexte de taux de chômage qui montait. Donc, la réalité, c'est que pour l'élection américaine qui s'en vient, on peut avoir un président qui devient encore plus acrimonieux. Et ça va être très important pour le Canada de se positionner. Nous devrons avoir une stratégie où on doit se coller pour les Américains avec ce que Martin mentionnait pour la zone euro tout à l'heure. Ce n'est pas là qui est le salut de l'économie canadienne à moyen terme. Le salut passe par l'accès, confirmation que nous garderons l'accès au marché américain. Je pense que ça, c'est primordial de continuer à faire des représentations malgré la nouvelle entente de libre-échange. L'autre chose aussi, c'est comme payeur de taxes, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'avec la baisse du taux d'emploi au Canada, puis le taux d'emploi, c'est le pourcentage de la population qui a un job. Vous pouvez le regarder d'une autre façon. C'est le pourcentage des gens dans l'économie qui payent des impôts. Puis ça, c'est important. Puis au niveau où on est actuellement, on est aussi bas qu'on était en 1962, alors qu'il y avait très peu de femmes sur le marché du travail. Et les études que nous avons faites ici démontrent qu'en deçà de 55 les pays peuvent difficilement honorer leur contrat social à long terme. Donc, ou bien ils doivent en réduire la générosité, ou bien on doit engranger des déficits tout azimut, qui peuvent dire aussi, à moyen terme, moins de visibilité pour les entreprises qui doivent s'attendre à une augmentation de taxation, que ce soit pour elles, pour les ménages, ou pour les taxes de vente, n'est-ce pas? Donc, moi, j'ai bon espoir que d'ici quelques mois… Stéphane, je t'interromps, tu vois ton taux d'emploi, parce que là, c'est avril, mais disons,
Reprise partielle de chantiers de la construction, là, à l'automne, tu le vois à peu près où? OK. Autour de 58 Raymond. OK. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'avant la récession, avant même la pandémie, il y avait des pays comme la France et l'Italie qui avaient déjà des taux d'emploi qui étaient autour de 52-53 Donc maintenant, j'estime qu'ils sont moins de 50 de la population qui travaille ou qui paye des impôts. Donc imaginez-vous, au niveau des entreprises, au niveau de la visibilité, c'est la raison pour laquelle aussi vous devez déconfiner l'économie parce que les économies capitalistes ne peuvent pas fonctionner longtemps ou même communiste, je dirais, quand il y a moins de 50 de la population qui travaille. L'autre aspect que Raymond mentionnait, c'est que les secteurs qu'on vous a présentés tout à l'heure, qui étaient très intensifs en main-d'œuvre, ont tendance à payer moins que la moyenne. Donc, il y a un impact disproportionné sur les gens qui gagnent moins que la moyenne. C'est sans précédent, l'écart entre ceux qui gagnent un peu plus, ce que j'appelle les high paid versus les low paid, à défaut d'avoir un terme français intelligent à vous présenter là-dessus. Mais ça peut amener, fomenter des troubles sociaux, surtout dans un pays comme les États-Unis. Donc, vous comprenez l'impératif des décideurs politiques de dire que oui, du moment qu'il n'y a pas de mutation du virus qui ne touche pas mes enfants ou le bassin de mes travailleurs, je dois réouvrir parce que ça mène à une situation totalement instable. Puis entre-temps, comme Québécois, on peut se targuer que, ben oui, OK, nous, ça va un petit peu mieux qu'ailleurs, sauf que présentement, on se retrouve qu'il y a 30 de tout l'emploi au Québec qui se retrouve dans le secteur public. Oui, ça aide pour le choc, mais on s'entend que si le secteur privé ne reprend pas, c'est difficile de faire 30 de tous les travailleurs qui travaillent dans le secteur public. Ça prend des payeurs de taxes pour payer ces gens-là en même temps. Donc ça, c'est très, très important. Nous devons avoir ce fier pour le secteur privé pour la reprise et non pas seulement sur le secteur public. J'arrête là. Merci beaucoup, Stéphane. Mathieu? Ben, peut-être juste quelques mots, là. C'est sûr qu'en tout cas, ce qui est clair, c'est encore une fois, on est dans une situation tout à fait hors norme. On a un taux de chômage qui était un creux historique il y a 2 mois. Maintenant, on est à 17 Mais en même temps, tu essaierais d'engager quelqu'un aujourd'hui, c'est presque impossible. Donc, entre autres, avec la PCU, je pense qu'ils se défendaient très bien. Le but de la mesure, c'était que les gens restent chez eux pour qu'ils n'attrapent pas la maladie. On ne voulait pas que le monde commence à se chercher des emplois. Donc, il y a des distorsions énormes en ce moment. C'est sûr, je pense qu'à l'automne, on va avoir une meilleure idée de ce qui se passe là, et de la vraie situation du marché du travail. Là, je pense que le message a déjà été compris par le gouvernement, là, que la PCU, c'était bon à très court terme, mais qu'il ne faudrait pas que ça se prolonge. Bien, ce qui est annoncé pour les étudiants, on le sait que ça va avoir des distorsions. Mais rendu à l'automne, on devrait plus tomber dans le vrai monde. Je pense qu'en fin d'année, le taux de chômage au Québec va être revenu peut-être un petit peu en bas de 8 Donc, on va être quand même beaucoup plus haut qu'on était avant, mais on va être très loin du 17 là, à mon avis. Là, il y a beaucoup des emplois qui vont être retrouvés. Retourner à 5 par exemple, ça risque d'être long. On le dit tous, là, les services, ça va être compliqué. Donc, ça irait peut-être plus vers la fin de 2022 là, qu'on serait dans les hauts 5 là. Les bas 5 on n'est pas sûr nécessairement qu'on va retourner tout de suite. Mais je pense que pour les employeurs, c'est sûr que si vous cherchez des travailleurs très spécialisés, je ne pense pas que la situation va changer tant que ça. Ça va être difficile encore de trouver des gens en technologie. Ouais. Je pense que le marché va demeurer assez serré. C'est sûr que dans les services, où c'était devenu aussi, puis pour les travailleurs même très peu qualifiés, il s'était rendu presque impossible d'embaucher avant la crise. Là, je pense qu'il va y avoir un peu plus d'air sur le marché du travail. Donc, il va y avoir moyen pendant quelques années, là, ça va être plus facile d'embaucher et peut-être de prendre la croissance pour certaines entreprises qui avaient juste besoin un peu de bras. Mais je pense que c'est vrai là, que c'est une opportunité peut-être d'aller vers d'encourager la formation, d'encourager les gens à aller poursuivre les études, augmenter la productivité. Puis je pense que les entreprises, à moyen terme, c'est clair qu'au Québec, ça va rester difficile. On ne pourra pas embaucher du monde sans arrêt. Là. Dans 5-6 années, on risque de revenir dans la même situation. Donc, l'automatisation des emplois un peu qui ne demandent pas de formation, je pense qu'il va falloir que ça se poursuive. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître, là. Surtout dans un monde où le financement risque de demeurer assez facile. Donc, Merci. Puis la conséquence de ça aussi, c'est donc l'importance d'avoir des emplois en technologie, à la fois pour ce que tu dis, mais ce que Stéphane disait parce que c'est ça et de l'immigration qui a donné un dynamisme majeur aux grandes villes. Et on aurait pu parler du secteur agroalimentaire, en tout cas la partie production, qui est notre plus grande industrie dans le secteur agroalimentaire, qui aura toujours besoin de travailleurs saisonniers, temporaires, parce que ce sont des jobs qui sont puis les usines de transformation de poulet, etc. aussi, ce sont des jobs que les Canadiens, les Québécois ne prennent pas. Alors, il faut
il y a certains secteurs qui étaient sous pression qui le seront encore. Mathieu, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais c'est un très bon point sur l'immigration. C'est sûr que si notre réponse à la COVID, c'est de dire on se referme complètement, on arrête l'immigration, bien là, non seulement pour les emplois spécialisés, ça va demeurer difficile, mais ça pourrait être encore pire. Là, puis ça pourrait freiner vraiment la relance. Là. Je pense qu'il faut quand même garder une ouverture là-dessus. Là. Néanmoins, juste peut-être Oui, une toute petite nuance ici. Oui, certainement, mais il faut juste être conscient que dans les prochains mois, que ce soit par notre propre volonté ou par la volonté des autres, les frontières vont demeurer difficiles à traverser. Les voyages internationaux vont être compliqués lorsque les transports reprendront. Il risque aussi d'être coûteux dans un premier temps. Alors, c'est beaucoup plus pour le moyen et long terme, ça, cette question-là, parce qu'à court terme, on risque de connaître de passer par une période où il y aura moins d'immigration. Pas par un choix nécessairement, mais simplement parce que les gens auront de la difficulté à se déplacer et à obtenir les autorisations. Et aussi, si on pense à un secteur très particulier qui sont nos universités, où les étudiants, les chercheurs étrangers sont fondamentaux à la fois la richesse de l'université, la richesse intellectuelle et la richesse physique. L'automne prochain, avec les... Ça va être compliqué. Oui. Ça va être très compliqué, justement. Alors, on change de dimension. On a parlé d'économie, des secteurs, de main-d'œuvre et peut-être qu'on va fusionner les derniers sujets pour avoir le temps pour la période de questions. Donc, mais les marchés financiers, globalement, les marchés de dette des gouvernements, des entreprises, vu d'un point de vue global, mais vu aussi d'un point de vue d'un entrepreneur qui, là, il va s'endetter. Est-ce qu'il peut avoir accès au marché des capitaux? Il va y avoir des entreprises en difficulté. Donc, pour une bonne entreprise, ça va être une période exceptionnelle pour faire des acquisitions, pour être prédateur, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Alors, comment est-ce que je vais avoir accès à des capitaux? Moi, comment vous voyez ça? Je pense que c'est Stéphane qui commence, effectivement, avec Mathieu Danjou. Est-ce que j'y vais en cascade, Raymond, même jusqu'à inclure les finances publiques ou j'arrête? Oui, allons-y donc, parce qu'on va manquer un peu de temps, donc prenons les... Et puis Martin, lui, se limitera à la partie des marchés de la dette et sera plus réservé sur les finances publiques parce que son rôle à la Caisse du dépôt l'oblige à demeurer avec un devoir de réserve sur ça. Bon, écoutez, la réalité, c'est qu'au niveau des marchés financiers, ça va plutôt bien présentement, malgré ce qui se passe au niveau des données économiques. Donc, clairement, les marchés financiers s'attendent à une reprise économique. Puis en même temps, on a eu des baisses de taux d'intérêt, on est autour de 0 %. Donc, première constatation, les taux d'intérêt vont demeurer bas longtemps. L'autre chose, pour aider à éviter une destruction permanente de la capacité, les banques centrales achètent beaucoup d'actifs financiers. Donc, au Canada, on parle d'une banque centrale avec 17 % du PIB au niveau des bilans. On s'en va à 30 %. Aux États-Unis, on est à 31 %, on s'en va à 50 %. Dans la zone euro, on s'en va à 80 % Donc, jamais de l'histoire, nous avons eu un stimuli monétaire aussi important qui ne passe pas seulement par des baisses de taux, mais aussi des achats d'actifs financiers tels que les obligations corporatives, qui est un élément clé pour éviter une dépression aux États-Unis. Donc, la Réserve fédérale a très bien fait. Pourquoi? Parce que 80 % de l'origine du crédit corporatif aux États-Unis se fait directement via les marchés plutôt que les prêts bancaires. Au Canada, la proportion est autour de 30 % Donc, c'était très, très important pour la Réserve fédérale de dire qu'elle allait acheter des obligations corporatives. L'autre chose, c'est que la masse monétaire, elle explose présentement. C'est la croissance la plus rapide de la masse monétaire de l'histoire moderne, ce qui fait en sorte de réconforter les gens par rapport aux actifs boursiers. Là, ici, ce que je vous montre, là, c'est normalement la débandade observée par les actions en période de récession. Donc, quand vous êtes à zéro, c'est un nouveau sommet boursier. Donc, en 1990, la bourse avait baissé d'autour de 30 %. En 2000, 50 %. En 2008-2009, 55 %. Présentement, on a baissé de 32 % et en l'espace, la récession a débuté en début mars et en l'espace de seulement 16 jours ouvrables, c'est comme si on avait atteint le creux du marché boursier. Or, historiquement, ça prend 300 jours ouvrables avant le début de la récession, avant d'atteindre le creux du marché boursier. Les gens me disent, est-ce qu'on a déjà vu le creux, Stéphane? Bien, écoutez, étant donné les injections de liquidités, il est possible qu'on ait vu le creux en autant que l'économie reprenne au cours des prochains mois, mais c'est évident que la bourse a déjà intégré passablement de bonnes nouvelles et les injections de liquidités sont quand même sans précédent. Donc,
en seulement 16 jours ouvrables, d'avoir atteint le creux et prendre des buts de récession. Ça, c'est spectaculaire. Donc, il faudrait qu'il y ait une mutation du virus qui se mette à tuer des gens plus jeunes ou un trouble géopolitique important avec l'économie américaine ou avec l'élection américaine qui nous amène à être plus inquiets. La bourse monte malgré que les révisions des bénéfices sont à la baisse pour les entreprises, ce qui fait en sorte que la valorisation de la bourse présentement est la plus élevée jamais vue à ce moment-ci d'un cycle économique. Donc, historiquement, il peut y avoir une expansion des multiples lorsque les gens sont confortés par les perspectives de croissance, mais le fait de passer à 14 fois les bénéfices à 21 fois en seulement à peu près 16 jours ouvrables, ça, c'est en termes de temps et d'amplitude, c'est du jamais vu. Mais encore une fois, ça reflète le fait que les injections de liquidités sont sans précédent. Pour avoir une reprise durable à moyen terme, je dois avoir un dollar américain qui se déprécie. Et ça, c'est très important pour les marchés financiers. Or, depuis les activités de la Réserve fédérale, on met à disposition des banques centrales étrangères des accès à la liquidité américaine, au dollar américain. Le dollar américain a cessé de s'apprécier. C'est la raison pour laquelle on pense que le dollar canadien pourrait se retrouver autour de 1,35 en fin d'année, en supposant évidemment la reprise de l'économie. Mais une reprise durable ne peut se produire avec un dollar américain qui s'emballe. Pourquoi? Parce que je fragilise les pays émergents qui représentent 60 du PIB mondial. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que c'est la première récession de l'histoire qui a lieu alors que les pays émergents représentent plus de 50 du PIB mondial. Donc, l'appréciation du dollar américain ne ferait qu'envenimer la situation si elle n'est pas gardée sous contrôle ou si la Réserve fédérale ou le gouvernement américain ne continue pas d'engranger certains déficits importants. Je termine sur les déficits, Raymond. Déficit canadien, on l'estime à 14 en date d'aujourd'hui parce qu'on en rajoute quand même quelques milliards ou quelques centaines de millions à tous les jours. Donc, c'est le déficit le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle on n'est pas en dépression. On protège le revenu disponible malgré la hausse faramineuse du taux de chômage de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas une destruction permanente de capacité. Comme la fermeture de l'économie est ordonnée par les gouvernements, mais c'est normal qu'on engrange des déficits importants. Aux États-Unis, on est à 18 Je pense qu'on va aller à 20, 25 et dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire à moyen terme, Raymond? Bien, écoutez, présentement, le ratio dette-PIB aux États-Unis est aussi élevé que celui de la Deuxième Guerre mondiale. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour s'assurer que les gouvernements avaient une capacité de financer leurs dettes ou de se désendetter, la Banque centrale a décidé de contrôler, de mettre un plafond sur les taux d'intérêt jusqu'en 1951. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va se diriger vers un environnement où les taux d'intérêt vont demeurer en deçà de l'inflation pour encore plusieurs années. C'est la façon la moins douloureuse de désendetter. On tente de créer un petit peu d'inflation et en gardant les taux d'intérêt en deçà de l'inflation. Donc, dans ce contexte-là, je vous dirais que c'est un phénomène un peu de répression financière si vous êtes un épargnant, mais comme entreprise, ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement favorise le service de la dette des ménages et des entreprises. Et ça, c'est ce qui nous sauve d'un accident économique beaucoup plus grave. Donc, un environnement comme on n'en a pas connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. J'arrête là. Merci beaucoup, Stéphane. Je pense que c'est Mathieu le prochain. Oui. Je pense qu'il faut dire, je suis pas mal d'accord avec tout ce que Stéphane vient de dire, mais en gros, là, il y a eu un choc économique majeur, puis les marchés étaient mal positionnés. Là. On était à des sommets historiques le 23 février, même si on voyait la pandémie en Chine, les marchés étaient mal positionnés, puis ça a vraiment donné un choc. Puis, vers la mi-mars, on sentait des tensions financières vraiment importantes. Donc, il y avait un risque qu'on se ramasse avec une crise de liquidité, une crise financière, un peu comme en 2008. Mais c'est vraiment ça qu'il faut noter. Les banques centrales, depuis, ont vraiment repris le contrôle. Donc, pourquoi les bourses remontent, les spreads de crédit baissent malgré les scénarios qu'on vous montre. Il y a de la liquidité dans le marché canadien, je peux vous dire. Là, les institutions financières canadiennes n'ont pas de misère à avoir de liquidité en ce moment. Mais ça, c'est vraiment lié aux banques centrales. Donc, ils ont tout fait là, pour éviter ça. Ils ont même réagi de façon beaucoup plus importante que dans la crise financière. Au Canada, on a commencé à faire des achats d'actifs quantitatifs, ce qu'on n'avait pas fait avant. Donc, nous, notre scénario, c'est que ça tienne, ça. Donc, dans ce contexte-là, le rebond de la bourse, c'est clair qu'il est très rapide. À court terme, je pense qu'il y a plus de chances que la bourse ait un petit choc vers le bas que vers le haut.
Mais dans un horizon de moyen terme, avec des taux qui demeurent aussi bas, là, c'est vrai, je suis d'accord qu'on risque d'avoir une certaine répression financière. Les banques centrales ne pourront pas se permettre de laisser les taux monter avec les déficits qu'on va avoir. Donc, pour les investisseurs qui ont des bons projets, ça va être un bon environnement. Là. Si vous avez des bons projets, il ne devrait pas avoir de problème à les financer. Desjardins a déjà annoncé qu'on voulait mettre un fonds de 100 millions pour financer des projets. On ne sera pas tout seul. Là. Il va y avoir de l'argent disponible. Dans un monde où les taux sont si bas, n'importe quoi qui peut donner un certain rendement, sa valeur, c'est normal, ça augmente. Donc, des ratios cours-bénéfices pourraient continuer d'augmenter si les taux restent toujours aussi bas que ça. Donc, c'est un peu un drôle d'environnement. Ça semble très positif. Moi, j'ai un petit malaise parce qu'on se dit, ils vont toujours pouvoir faire ça, les banques centrales. Là, on n'est pas loin là, de l'hélicoptère en argent en ce moment, honnêtement. Les gouvernements envoient de l'argent aux ménages, puis d'un autre côté, les banques centrales achètent de la dette pour être sûr que les taux ne montent pas. Donc, on teste la limite, mais c'est vrai qu'à court terme, on est plus dans un environnement désinflationniste qu'inflationniste, donc ça devrait tenir un bon bout de temps. Mais c'est clair que juste à moyen long terme, il y a quand même une vulnérabilité. On avait déjà beaucoup de dettes avant la crise. La solution à la crise, c'est encore de faire plus de dettes. Donc, honnêtement, je me pose des questions comment tout ça va finir. Il va falloir quand même une certaine... que les gouvernements fassent un peu attention. En ce moment, c'est correct, les déficits explosent. Ils vont rebaisser beaucoup automatiquement. Il n'y aura pas de PCU l'an prochain, ça va aider. Mais après, il va quand même falloir une certaine discipline, je pense, pour reprendre une tendance baissière là, sur les finances publiques. Je dirais au Québec, au moins, on est parti dans une super bonne situation. Donc, même si on a un gros déficit cette année, ce n'est pas très grave. Ça va être la tendance par la suite qu'il va falloir revoir. Martin? Oui, je vais ajouter quelques éléments à ce qui a déjà été dit. D'abord, avant même que la crise frappe, effectivement, on avait déjà fait le constat, on s'était conforté avec une hypothèse de long terme que les taux, essentiellement les taux long terme sur, par exemple, les obligations américaines, qui c'est l'encre du système, allaient rester très bas pour très longtemps. Les marchés étaient arrivés à la même conclusion. Hein. C'est l'une des raisons pour laquelle on avait eu une expansion si forte des multiples sur les marchés boursiers, d'ailleurs, durant toute l'année 2019. Donc, les marchés avaient déjà incorporé cette hypothèse de taux d'intérêt à long terme qui resterait très faible très longtemps. Alors, cette crise-là, elle annonce quoi? Elle annonce que les taux d'intérêt vont être encore plus faibles que ce qu'on imaginait pour encore plus longtemps que ce qu'on imaginait. Et je suis assez d'accord avec Stéphane avec le fait que les banques centrales vont vouloir minimalement être derrière la courbe d'une inflation qui, plus tard, dans quelques années, pourrait, si certaines circonstances le permettent, puis je pense que ça risque d'arriver, même si l'inflation devait augmenter, je pense que les banques centrales n'iront pas au-devant pour hausser les taux d'intérêt pour contenir l'inflation. Et donc, c'est tout à fait envisageable, c'est même mon scénario le plus probable, que les taux d'intérêt réels ancrés par les taux à long terme de l'économie américaine vont rester très faibles très longtemps. Est-ce que ça veut dire des conditions d'emprunt extrêmement favorables pour tout le monde? La réponse, malheureusement, c'est non. Il y aura quand même une certaine différenciation. Les écarts de crédit ont augmenté fortement au début de cette crise. Il y avait des difficultés de financement majeures. Et effectivement, la Réserve fédérale et d'autres banques centrales sont intervenues promptement, correctement, comme elles devaient le faire pour assurer le bon fonctionnement des marchés, pour resserrer rapidement ces écarts de crédit. Mais si, comme je le pense, les difficultés vont se maintenir, il y aura un certain nombre d'entreprises qui auront des difficultés sérieuses. La Réserve fédérale ne pourra pas intervenir systématiquement de manière microéconomique pour calmer le jeu chaque fois lorsque ça va concerner certaines entreprises et non pas l'ensemble du marché. Il y a certaines administrations publiques, on pense à l'Espagne, à l'Italie en Europe, mais les provinces canadiennes n'auront pas les mêmes conditions de financement spontanément que le gouvernement fédéral. Et donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il va falloir quand même être prudent pour la suite des choses. C'est tout à fait correct, effectivement, d'intervenir massivement pour l'heure, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même un certain retour petit à petit à une réalité où on doit quand même maintenir des déficits qui sont finançables sur les marchés à des taux d'intérêt qui sont raisonnables. Oui, le plancher va être très faible, mais il faut éviter des augmentations d'écart de crédit. Donc, il va falloir rester très prudent. Ceci dit, et sans me prononcer spécifiquement sur nos propres finances publiques, je pense qu'on doit s'attendre partout dans le monde, y compris ici,
Est-ce que les dettes augmentent et ne reviennent pas à ce qu'on observait auparavant avant très, très, très longtemps? Et on doit s'attendre à ce que les déficits partout restent très élevés pour très longtemps, peut-être pas aussi élevés que cette année. Évidemment, il y aura une certaine reprise qui va aider, mais je pense qu'on s'engage dans une période où, de manière structurelle, les déficits vont être élevés, les dettes vont être élevées, les taux d'intérêt vont être faibles, les banques centrales vont continuer d'être hyper actives. Merci beaucoup, Martin. Il nous reste peu de temps, alors, mais il y avait beaucoup de questions. On va en prendre une question. Et Arnaud Champalbert, je pense que tu vas poser une question. On verra quel panéliste lève la main pour la prendre au vol. Parfait, je vous la lis tout de suite. Beaucoup de commentaires aussi positifs qui félicitent nos panélistes. Donc voici la question. Déjà que le taux d'endettement est élevé au Canada avec le taux de chômage qui risque d'augmenter par rapport à l'année dernière, est-ce que cela aura un impact sur le marché de l'immobilier et celui de l'investissement? L'immobilier, c'est intéressant parce que, au fond, on n'en a pas parlé. Alors, quel est l'impact de tout ça sur le marché immobilier au cours de la prochaine année, des 2 prochaines années? Est-ce que quelqu'un veut... C'est résidentiel ou commercial dont vous parlez parce qu'il y a une nuance importante, C'est la question, oui. Ce n'est pas Ça précisé. ne précise pas. OK, mais on va y aller par le résidentiel parce que vous avez tous une maison, donc vous voulez savoir ce qui va se passer dans votre code postal. Je pense qu'au niveau canadien, québécois, n'oubliez pas que 90 de toute la formation de ménages au Canada puis au Québec se produit via l'immigration. Sans l'immigration, il n'y a pas de croissance de la population des milléniaux au Québec. Et dans le contexte actuel où Martin mentionnait, qu'on le veuille ou pas, il n'y en aura pas d'immigration au cours des prochains mois. Nous, on voit une baisse du prix des maisons qu'on n'avait pas vue en 2008-2009 au Canada puis au Québec. Puis, évidemment, contrairement à ce qu'on pourrait penser cette fois-ci, comme la pandémie impacte plus les villes, la correction pourrait être plus importante au niveau des grandes agglomérations urbaines. Donc, au niveau national, peut-être un 10 donc il y aura un effet richesse négatif. Je vous rassure tout de suite, je ne pense pas qu'on va retourner à du 40 de baisse ou 30 comme on avait observé aux États-Unis en 2008-2009. Mais c'est évident que l'élément le plus porteur pour l'immobilier au niveau de l'économie canadienne, ça a été la politique d'immigration. Donc, une révision trop négative à cet effet-là pourrait avoir des ramifications très, très importantes pour le secteur de l'immobilier. Donc, même si les taux sont bas, pas d'immigration, je pense que les prix des maisons baissent quand même parce que le marché du travail n'est pas très porteur présentement. Mais la politique d'immigration est clé pour votre perspective de moyen terme. Et Merci, pour espace de bureau, oui, Martin, oui. Pour les espaces de bureau et évidemment l'immobilier commercial, les impacts sont clairement négatifs. Je veux dire, on expérimente massivement actuellement le télétravail. Alors, c'est évident que même lorsqu'on aura la possibilité de retourner au bureau, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations auront entre-temps repensé la manière d'organiser le travail et il est tout à fait envisageable que moins de personnes soient systématiquement au bureau à tous les jours. Il y a des gens qui vont peut-être y aller 1 fois, 2 ou 3 fois par semaine, certains jamais. Et conséquemment, on verra à moyen long terme un impact majeur sur la demande pour l'espace de bureau. Évidemment, si on va vers plus de commerce en ligne et donc plus de livraison à domicile, il y a de l'immobilier de nature logistique qui aura un vent de dos, mais forcément, l'immobilier commercial traditionnel va faire face à un vent de face important. Alors, il y aura des changements dans les prix relatifs qui vont être extrêmement importants au-delà des changements dans les prix. Au sens large, même l'occupation de l'espace, le télétravail, et ça peut affecter l'immobilier résidentiel aussi. L'occupation de l'espace risque d'être un peu différente aussi. Si vous travaillez de la maison, est-ce que vous avez besoin d'être au centre-ville comme cadre de vie? C'est peut-être agréable, peut-être, lorsqu'il n'y a pas de pandémie, bien entendu. Mais ceci étant, si vous passez le gros de votre temps au travail, à la maison, vous pouvez être éloigné du centre. Donc, il y a toute une série de choses qui risquent d'affecter plusieurs segments de l'immobilier. Merci. Mathieu, veux-tu ajouter quelque chose? Oui, peut-être juste le petit point que je ferais, c'est sur l'endettement des ménages. Il faut quand même faire attention en ce moment, c'est la consommation de services qui s'effondre le plus. En tout cas, une des choses qui s'effondre. Donc, les ménages, en ce moment, ils ne dépensent pas beaucoup, puis les revenus ne sont pas touchés. Donc, pour une rare fois, depuis longtemps, le taux d'épargne, pas mal partout, va augmenter là, pour une période. C'est sûr qu'après ça, quand on va tomber un peu plus dans le vraiment... Là, je parle surtout du Canada, là, avec les aides gouvernementales qu'on a eues. Mais même aux États-Unis, les gens consomment moins. Donc, là, les taux d'épargne ont plus tendance à baisser, donc ce ne sera pas le gros problème. C'est sûr que quand on va retomber plus dans le vrai monde, que les gens vont peut-être avoir vraiment perdu leur emploi, que ce ne sera plus des pertes d'emploi temporaires, ça va peut-être les affecter.
mais ça ne sera pas l'endettement des ménages le gros problème, je pense, à court terme. Là, ça l'était plus dans l'ancienne. Puis c'est sûr que je suis d'accord avec ce qui a été dit, en particulier sur le commercial, ça va être difficile, mais il y a quand même le fait que si on va avec des taux réels négatifs pour très longtemps, ça reste que des immeubles et des maisons, ça donne un rendement. Donc, il ne faut pas non plus penser que ça va être évalué comme c'était au début des années 80 avec des taux très élevés. Là. Ça reste que n'importe quoi qui te permet de sauver un loyer, entre autres. Là, je ne suis pas sûr que les prix vont baisser énormément. Là. Ça va être plus dur temporairement, mais je ne suis pas sûr qu'il va y avoir une vraie tendance baissière durable. Là. Je ne penserais pas. OK, merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin. Normand avait le mandat exceptionnel en 2 à 3 minutes max de faire faire une synthèse. Oui, je ne sais pas comment faire. Ben, tout d'abord, merci beaucoup. C'est vraiment très éclairant. C'est un privilège de vous avoir. Peut-être, évidemment, c'est un choc historique. C'est un choc qui n'est pas classique. Comme vous l'avez dit, les seules références historiques dont vous nous avez parlé, c'est la grippe espagnole 1918, la Grande Dépression. Mais encore là, il y a beaucoup de différences avec ces cas-là à différents niveaux, que ce soit les personnes infectées ou autres. En termes de quelques chiffres, peut-être, on a parlé, mettons, au mois d'avril, d'une baisse d'à peu près 20%, en espérant que ce soit le pire mois, comme ça a été dit. Sauf que ce qui ressort des trois panélistes, c'est qu'il y a une certaine persistance dans le choc, évidemment, et qu'on ne peut pas penser récupérer le terrain perdu avant au moins début 2022. Pour ce qui est de l'année 2020, bon, évidemment, les perspectives, les prévisions changent beaucoup de 5 à 12%. Et encore là, comme vous l'avez dit également, ça risque de changer encore parce qu'il demeure beaucoup d'incertitudes, notamment au plan sanitaire, au plan du déconfinement. Ce que j'ai retenu également, peut-être le mot changement structurel. C'est sûr que c'est une transformation qui va affecter beaucoup nos modes de vie, qui va avoir des impacts plus particuliers sur certains secteurs, mais de façon générale, ça accélère certaines transformations technologiques. Il y a le point également qui a été fait sur les centres urbains, que peut-être ce n'est pas quelque chose... Et sur le secteur des services en général, les secteurs des technologies, bien sûr, parce que là, on utilise de plus en plus intensivement les technologies, mais encore là, donc c'est des transformations qui vont sûrement être accélérées. Au niveau, bon, évidemment, l'impact sur les finances publiques avec lequel on va devoir aussi vivre pour longtemps, mais avec de bas taux d'intérêt, on va devoir... On va devoir s'y habituer. Et puis, du point de vue des finances publiques, bon, à voir, c'est sûr qu'on peut s'attendre peut-être éventuellement, certains groupes, du moins les entreprises ou des personnes plus aisées qui peuvent s'attendre peut-être à des pressions pour des hausses de l'imposition. Il y a aussi certains éléments qui peuvent être inversement à d'autres crises, mettons le taux d'endettement des ménages qui ne sera peut-être pas affecté, du moins pas en ce moment. L'importance aussi de la main-d'œuvre, et puis j'ajouterais peut-être de la formation de la main-d'œuvre. C'est quelque chose évidemment dont on parle beaucoup parce que toutes ces transformations-là, ça implique aussi le besoin d'augmenter notre productivité et le besoin d'augmenter, entre autres, la formation de la main-d'œuvre, parce qu'on sait que les personnes qui ont été les plus touchées, c'est des personnes dans des secteurs, le secteur des services, des low-paid jobs en particulier. On peut s'inspirer, bon, on a fait un tour d'horizon des différents pays qui peuvent aussi nous aider à s'inspirer, que ce soit en termes de mesures sanitaires ou voir comment l'économie, ça s'est fait pour eux. Donc, je vais arrêter là parce qu'on a dépassé un peu notre temps. Je vous remercie encore. Et puis, le tout dépend un peu de la façon dont ça va se faire le déconfinement, qu'on espère que ça sera fait de la meilleure façon possible et le plus rapidement possible. Merci. Merci, Normand. Alors, avant que Yves Thomas fasse le mot de la fin, je fais mon mot de la fin pour l'Institut du Québec. Pour moi, là, aussi comme ancien ministre, mais comme développeur, ça a été fascinant, inspirant. Très complémentaire. Merci Stéphane Marion, merci Mathieu Danjou, merci Martin Coiteux. C'était vraiment exceptionnel. Nos 3 plus grandes institutions, de perspective sur de nombreux sujets. Puis merci de l'avoir fait ensemble. Parce que ça, pour ceux qui écoutent, qui peuvent vous écouter individuellement, mais de le faire ensemble, ça donne
Je pense il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, merci beaucoup. Et évidemment, merci d'avoir accepté que le Conseil du patronat qu'on fasse une co-entreprise aujourd'hui. On en fera d'autres, je l'espère. Et je te passe, pour le mot de la fin, je te passe la parole. Merci beaucoup. Ben, en fait, l'idée vient de Raymond et je dois le signaler. Là, il m'a appelé et il a dit, écoute, évidemment, il me semble que ce serait le fun de faire quelque chose comme ça à ce moment-ci. Et j'ai embarqué tout de suite là-dedans, puis le CPQ aussi. Mais honnêtement, Raymond, merci de ton offre et aussi ton réseau de contacts. Tu es allé chercher des gens extraordinaires. Je pense que tout le monde, je voyais quelques commentaires défiler sur la boîte de chat et écoutez, merci aux panélistes. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Évidemment, il y a des questions, les gens vont se demander est-ce qu'on peut avoir accès à certains des documents, l'enregistrement ou quoi que ce soit. Alors, on va vous voir à faire les suites pour ça. La bonne nouvelle, parce que moi, j'entendais beaucoup de W recession. J'ai entendu juste le Nike. Puis Nike, quand même, j'aime ça, ça rebondit, hein, c'est Air. Alors que certains parlaient aussi de récession en W, on n'en a pas parlé, évidemment, personne ne connaît l'avenir. Beaucoup d'investissements financiers sur la demande actuellement. On espère qu'il va en avoir aussi sur l'offre et que la demande va suivre. Alors ça, c'est bien. Mais il restera toujours la problématique qu'on n'a pas tellement discuté, mais la rentabilité qui va être très faible pour la plupart des organisations pendant longtemps et de façon majeure. Puis ça va rendre les résultats financiers assez difficiles, je pense. Mais que ça a été merveilleux. J'espère qu'on va pouvoir répéter ça prochainement. Ça, c'est le genre d'exercice qui a une valeur ajoutée incroyable pour tous les gens qui ont assisté, tous les participants. En tout cas, moi, je me suis régalé. Merci, vous étiez très bien préparés, vous connaissez votre affaire. Raymond, merci de ton initiative et de ton réseau. Merci à tout le monde d'être là et on se dit à la prochaine. Merci, au revoir à tous. Merci beaucoup. Salut. Ciao.